Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Aujourd'hui, chers amis, on va faire un épisode qui continue cette quête de sens parce que je n'avance pas tant que ça. En fait, c'est plus particulier que ça. C'est que j'ai l'impression d'avancer, mais en même temps, je n'en récolte toujours pas les fruits de cette quête. Et je pense que c'est normal. Ça va prendre un peu de temps. Et vu l'année blanche que j'ai vécue, c'est pas d'ici janvier que je vais réussir à trouver quelque chose. Mais le but de cet épisode, ça va être de continuer d'être proactif dans cette quête de sens, parce que je n'ai pas envie de vous proposer à chaque fois que un vidage de sac qui ne soit pas très constructif, avouons-le, et qui ne vous serve pas non plus à grand-chose. Parce que le but d'Âme d'artiste, c'est aussi de vous proposer quelque chose qui vous aide, et tout en m'aidant moi-même. Donc du coup, aujourd'hui, on va partir en quête de pourquoi je fais de l'illustration, pourquoi, plus loin que ça, je crée de manière générale, et en me posant tout bêtement la question de pourquoi. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi je suis illustrateur, pourquoi je suis un créatif. Bon, et pour commencer cet épisode, je pense qu'on va déjà remonter un peu vers le passé, en allant chercher, comme on l'a fait avec l'épisode avec Bérénice, on va essayer de remonter le plus loin possible dans mon enfance et de voir les souvenirs créatifs que j'en ai et qui ont marqué, je pense, ma carrière d'illustrateur maintenant et de pourquoi je suis devenu illustrateur. De souvenirs, j'ai toujours tenu un crayon, j'ai toujours dessiné, je pense comme pas mal d'entre nous, hein. Après, j'étais pas non plus de ce genre d'artiste qui, gamin, faisait ça H24. Je pense qu'on peut résumer mon enfance à dessiner, Lego et jeux vidéo, qui étaient vraiment les trois pôles d'univers que j'avais en dehors de l'école. Ouais, j'ai toujours tenu un crayon, ou une brique de Lego, ou une manette entre les mains. Si je devais chercher vraiment les plus vieux souvenirs créatifs que j'ai, je pense que déjà le premier qui me vient, c'est le dessin de Notre-Dame de Paris que je dessinais, parce que j'ai toujours été fan, depuis que je l'ai vu la première fois, cette cathédrale. J'ai toujours dessiné par rapport au Moyen-Âge, j'ai toujours aimé au Moyen-Âge. Et comme je vous ai expliqué dans certains autres épisodes, ça a été vraiment la révélation qui m'a fait aimer cette période historique. Et je me souviens avoir fait un exposé dessus et de l'avoir dessiné et que mon dessin soit exposé dans la salle de classe. Je me souviens exactement de cette prof, je crois que c'était Madame Quillorier, qui m'avait demandé est-ce que ça te dit qu'on expose le dessin dans la salle ? Et j'étais assez surpris parce que moi je l'avais dessiné pour me faire plaisir et pour l'exposer, mais je pensais pas que ça valait le coup de l'exposer en classe, et j'avais même pas conscience de ce que ça avait comme impact dans ma tête de me dire vas-y, on va exposer un de tes dessins. J'avais même pas conscience de ça, j'étais juste content et c'était super cool. Un autre truc que je me souviens aussi, et encore une fois ça va être lié aux jeux vidéo, mais je me souviens, moi je fais partie de ces enfants-là où quand c'était les vacances, on m'envoyait au centre aéré, ça permettait de libérer mes parents. Et puis ma mère, par exemple, n'avait pas forcément tout le temps de s'occuper de moi parce qu'elle est aide-soignante, donc du coup, elle était dans le service public. Elle était à l'hosto, donc du coup, elle n'avait pas forcément le temps pendant les périodes de vacances scolaires de pouvoir s'occuper de moi. Et ma grand-mère aussi, des fois, avait juste besoin d'avoir sa vie, donc j'étais souvent envoyé en centre aéré, puis ça me permettait d'avoir quand même des copains et de faire des sorties, des activités. Donc c'était assez pratique. Et je me souviens que régulièrement, je dessinais là-bas mes premiers fanarts, on va dire, des jeux vidéo que je jouais, ou des films que je regardais plus jeune, ou des séries que j'adorais.
Moi, je suis typiquement un enfant des 90s, hein, donc du coup, moi, c'était Spyro le Dragon, Crash Bandicoot, Digimon ou Pokémon, hein. Et je me souviens exactement, encore une fois, d'un autre dessin que j'avais fait en centre aéré et qui avait été exposé. Et je me souviens que c'était un peu la fierté de sortir les crayons et de le faire, et que les monos voient que c'était vraiment cool ce que j'avais fait et que je l'expose. Il y avait vraiment ce petit côté fierté de reconnaître en moi quelque chose. Et encore une fois, c'était pas conscientisé à l'époque, hein. Je vous parle de tout ça, mais c'est parce que je le conscientise en le, en l'exprimant. En l'exprimant. Et voilà, ça fait partie, je pense, que des plus vieux souvenirs que j'ai, en plus des nombreux dessins de la galerie familiale qu'il y a dans la chambre de ma mère, avec tous mes vieux petits dessins d'enfants. Ouais, c'est les choses les plus vieilles qui me reviennent. Et à chaque fois, c'est ça, c'est la fierté de me dire « Ah, ça fait plaisir aux gens quand je dessine. » Et ouais. Bah après, évidemment, comme tout à chacun, comme tous les gamins, j'ai dessiné dans les marges des cahiers, hein. Ça a toujours été, ça a toujours été. Pareil, je me souviens au collège, très souvent on prenait des feuilles volantes et on dessinait des Sangoku, des Vegeta, en essayant d'imiter Toriyama. C'était rigolo, ça aussi. Ça, je m'en souviens. Mais un des plus vieux souvenirs liés à l'école, avec la création aussi, souvent. J'ai dû déjà vous en parler, mais c'est que, bon, en bon enfant des 90s, comme je disais, j'ai vécu la Pokémania. Et je me souviens qu'à cette époque, je dessinais énormément de Pokémon et que ça a impressionné mes potes. Ils me demandaient des Tentacools, des Dracofeu, des Pikachu. Et je le faisais avec plaisir parce qu'il y avait quelque chose un peu magique de se dire oh, putain, je suis capable de le faire ça, et les gens, pour une fois, me tabassent pas ou me poursuivent pas dans la cour de récré. Genre juste, ils kiffent que je dessine et ça faisait plaisir aux copains. Donc ouais, ça aussi, c'est un beau souvenir que j'en ai de dessiner des Pokémon dans la cour de récré, quoi. Et je pense que maintenant, avec mon regard d'adulte, c'était un moyen pour moi inconscient de sortir du lot, en fait, et de me faire des potes. Mais je pensais pas en faire vraiment un métier à cette époque-là, j'avais même pas conscience, tout bêtement, que c'était un métier possible. Je voyais des images, je lisais des BD, je lisais des histoires, mais on consomme énormément à cet âge-là, mais on n'a pas conscience qu'il y a quelqu'un derrière qui peut en faire, parce que à cette époque-là, on n'a même pas conscience encore qu'il va falloir qu'on travaille, on est des enfants, c'est normal, tu vois. Et on se lance juste comme ça, et on le fait, et par empressivité de s'occuper, quoi. Mais ouais, je pense que du coup, c'est ça, mon enfance pourrait se résumer en dessin, Lego et jeux vidéo. J'avais pas beaucoup d'amis, beaucoup de solitude, donc du coup ça me permettait de combler ces manques-là. Et voilà, c'était mon enfance, quoi. Donc je pense qu'il y a un truc intéressant à creuser là-dedans, pour voir ce que ça peut en faire, voir comment je pourrais revenir là-dessus d'ailleurs. Peut-être en refaisant du fanart, hein, qui sait. Je sais pas, mais je pense que c'est une des premières briques intéressantes à dépoussiérer pour voir pourquoi je continue ce métier-là. Ouais. Bon, du coup, ça c'était pour l'enfance, mais ensuite il y a eu l'adolescence, et qui dit adolescence chez moi dit l'arrivée d'Internet avec le lycée. Et ça a été, mine de rien, pas mal de changements. J'ai continué à faire des dessins pour moi. C'est là d'ailleurs où j'ai commencé, même au lycée, à avoir le dessin comme un échappatoire et plus seulement comme un truc de temps en temps pour me distraire. Un des plus vieux souvenirs que j'ai de cette époque-là, c'est moi qui recopiais les illustrations de Final Fantasy, des livres de solutions de Final Fantasy, des différents artistes qui ont collaboré dessus. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes, et c'est là où quelque part une flamme a commencé à jaillir de la création. C'est là où j'ai commencé à entrevoir le fait que ça pouvait être quelque chose qui m'émancipe et qui me fasse vraiment beaucoup de bien. Avec l'arrivée d'Internet, c'est là où j'ai commencé à poster mes premiers dessins sur la toile, sur le forum qui s'appelle tout simplement le dessin de manga, parce que oui, comme tout cool kid des années 90 qui commence à dessiner, j'ai commencé
en recopiant les dessins des illustrations de jeux vidéo, mais aussi en m'inspirant des mangas que je lisais à l'époque, Full Metal, GTO ou ce genre de choses. Et donc du coup, je rejoignais un forum de dessin de manga parce que euh, c'était une communauté de dessin que j'ai pris la première qui venait en fait. Et c'est là-bas où j'ai lié les premiers... C'est là-bas en fait, mine de rien, que j'ai eu mes premières relations amicales sincères et cohérentes avec qui j'étais. Là où au lycée, j'étais plutôt le mec qui se faisait bully par les autres. Et en plus, j'étais dans un lycée professionnel, entouré que de mecs. Donc un truc bien mascu, un peu fatigant. Sur Internet, là, c'était l'occasion de pouvoir poster mes dessins, avoir des retours, pouvoir grandir et me rendre compte que le dessin était une échappatoire, en fait, un truc qui me faisait vraiment beaucoup de bien, tout en continuant d'avoir ce côté un peu street cred du mec qui sait dessiner, tenir un crayon dans la classe. Donc ça permettait d'avoir un peu une échappatoire à cette vie de lycéen beaucoup trop classique, entre harcèlement et difficultés scolaires. Donc voilà, c'était vraiment ça, cette époque-là pour moi. Mais à côté de ça, donc comme je disais, c'était vraiment une étincelle qui a allumé une flamme de créativité et de passion pour le dessin, puisque moi je me souviens que je passais des nuits entières à éplucher un vieux site que je n'ai pas retrouvé. Je pense qu'il est tombé dans le cimetière d'internet. Mais je me souviens que France 5 avait fait un site, une page internet qui regroupait toutes les interviews de toutes les émissions qu'ils avaient fait sur la bande dessinée, etc. Et du coup, je passais mes nuits à les écouter, à les réécouter. Et je passais mes nuits, du coup, à dessiner et à poster ensuite mes dessins sur le forum. Et à avoir des retours et à essayer de m'améliorer. Et petit à petit, en fait, de sortir de la copie pour essayer de créer des choses. Alors évidemment, c'était du dessin de débutant, hein, donc du coup, c'était très maladroit et beaucoup d'erreurs, mais j'apprenais petit à petit. Et au fur et à mesure, en fait, je rencontrais d'autres amis et collègues qui sont devenus mes mentors, comme Morgan, par exemple. Euh, à tel point que je m'en excuse, mais c'est une anecdote qui me revient, c'est qu'à un moment, je m'inspirais tellement et je recopiais tellement personnellement dans mes carnets tous ces dessins qu'il y a un moment où je me souviens, on me disait « Waouh, c'est le mec qui essaye d'être comme Morgan, quoi ». Et c'était marrant parce que c'était là où j'avais le plus de feu sacré, quoi. C'est que je rêvais de finir comme mes potes qui créaient des histoires et qui avaient un style de dessin bien ancré à l'époque. J'avais envie de créer des histoires, de créer des univers, des personnages. Et en plus, par-dessus ça, donc la couche de tous ces artistes que je suivais sur Internet, il y avait vraiment une envie du coup de finir comme eux, quoi, de finir comme le vieil auteur de BD qui a fait toute une carrière hyper stylée et qui maintenant est dans sa petite maison tranquille, loin de Paris et qui a son petit atelier dans le jardin pour pouvoir créer, quoi. Ça, c'était un truc qui me faisait vraiment rêver et kiffer à l'époque. Et de finir moi aussi tout bêtement interviewé, quoi. Ouais, ça c'était un des plus vieux rêves que j'avais quand j'étais ado. Nourri par tout ça. Et comme je disais, j'étais vachement nourri par mes pairs aussi, du coup, par les gens qui avançaient en même temps que moi sur le forum et qui étaient beaucoup plus talentueux que moi à l'époque parce qu'ils avaient commencé plus tôt, ce genre de choses, ou qu'ils avaient plus de compétences que moi. Beaucoup plus de maturité aussi, je pense. Et avec ces gens-là, on a commencé à faire du fanzine, à traîner dans les conventions et à avoir des premières expériences en indé, on va dire, de l'illustration professionnelle. Mais même là, à cette époque-là encore, je conscientisais pas que c'était un métier possible, en fait. Mais ça me donnait moi aussi l'envie de créer des univers et des personnages. Je me souviens que par exemple à chaque convention je revenais avec des tonnes de sketchbooks et de fanzines que j'achetais parce que ça coûtait pas hyper cher et ça me permettait d'avoir de la nourriture graphique en fait dans laquelle puiser. Et je me souviens que je les épluchais comme pas possible, à les re-regarder et à les recopier pour essayer de comprendre et tirer une expérience de ces gens talentueux que j'admirais. Et ouais, tout ça a nourri
comme je le disais, un feu intérieur incroyable en termes de créativité, une envie de bouffer le monde et de le recracher sur ma table à dessin, quoi. C'est-à-dire que chaque concept d'histoire, chaque type de personnage, même cliché, me paraissait être un génie et un truc que je pouvais faire pour être incroyable, quoi. Et tout ça, c'était impressionnant et passionnant à imaginer et à créer. Et à cette époque-là, je pense que c'était le summum de tout ce truc. Vous voyez, c'est un peu comme cette courbe-là qu'on a vue, je n'ai plus le nom. Euh, la courbe des connaissances, où en fait ça commence par un pic très très haut, puis peu à peu, en fait, plus vous connaissez, plus ça redescend. Il y a un peu ce truc-là, j'étais au summum, j'étais en haut, j'étais en mode putain, je peux le faire, je peux être ça, je peux être ça peut être trop stylé, machin et tout, et je peux créer des personnages de ouf et tout, je peux faire moi aussi, je peux faire ma série à succès, etc., vas-y et tout. Puis peu à peu, en connaissant les choses, en s'améliorant, etc., puis avec la vie et la maturité qui viennent dans la tête, tu commences un peu à redescendre et à revenir plus proche de la réalité. Et je pense que c'est ce qui a nourri aussi le fait que cette flamme a commencé un peu à s'éteindre, c'est que j'ai pas nourri vraiment cette passion et cet amusement et cette flamme intérieure. Je lui ai pas mis des petits ragots de bois pour l'alimenter. Et je pense que j'ai laissé un peu trop la vie et la tristesse de certains événements influencer ce truc-là. Et, et voilà, je pense que c'est ça aussi un peu à tirer, c'est qu'il faut savoir aussi là où on est un peu, entre guillemets, merdé, ou qu'on n'a pas su réussir à nourrir ça. Et ça veut pas dire que c'est pas impossible. Je pense que, comme on va le voir avec la prochaine étape dans ce podcast, y a moyen peut-être de se relever. Bon, et ben après l'adolescence, on va faire un gros saut, puisque on va passer à 2020. Donc là, pour vous cibler un petit peu, on passe de 2009 à 2020. Donc c'est un peu un grand saut dans le truc. Donc 2020, c'est le Covid, c'est les galères, c'est les études supérieures à l'EPSA qui sont terminées et qui n'ont pas mené à grand-chose à la sortie de l'école, quoi. À cette époque-là, j'avais perdu tous mes rêves de bande dessinée, d'illustration, pour être franc, parce que le fait de commencer à me renseigner, à étudier dans ce cadre d'école supérieure, m'a fait me rendre compte de certaines réalités vis-à-vis du métier, qui font que encore maintenant, je me bats pour, pour essayer d'éviter que ça paraisse comme un métier de crève-la-faim, particulièrement dans la bande dessinée. Les études m'avaient mis face à une réalité que ce métier était difficile et que si tu t'en sors pas, si tu trouves pas le truc qui fait que tu t'en sors, bah en fait ça va pas venir à toi tout seul, quoi. Mais il y avait encore une possibilité à cette époque-là, c'était de devenir graphiste. C'est pour ça que j'ai suivi le cursus de directeur artistique à l'EPSA. C'était que, bah ok, je pouvais peut-être pas être illustrateur et auteur de BD, je pouvais peut-être pas finir comme un vieux monsieur, un vieil artiste dans sa maison de retraite, enfin dans sa maison loin de Paris, à vivre sa retraite créative. Mais je pouvais quand même peut-être être graphiste et vivoter un petit peu de l'art à ma manière, quoi. Donc c'était soit ça, soit je me lançais dans un métier pour bouffer, comme je l'avais déjà fait un petit peu en métier étudiant, ça me donnait vraiment pas envie. Mais voilà, entre-temps, il y a le Covid qui est arrivé, et du coup, toutes les recherches ont été mises de côté. Et j'ai pu faire mes premières armes parce que Diane, une de mes potes, m'a mis en relation avec le Dauphiné Libéré, vous commencez à connaître peut-être l'histoire. Et j'ai fait mes premières armes en illustrateur freelance. Et là, ça a été un peu la redécouverte de ce métier. J'avais oublié que c'était possible d'en vivre, ou en tout cas que c'était possible d'en refaire une carrière. J'avais plus l'envie, mais j'avais même oublié que c'était possible de le faire, parce que j'étais à fond dans mes études et que je me disais, bon, je serais juste graphiste, quoi. Donc j'ai fait mes premiers bouquins, à côté je faisais quelques boulots de graphiste en complément par-ci par-là, et puis je me suis aussi également confronté aux premières difficultés concrètes du métier, hein, et puis à l'administratif. Ce qui a, entre guillemets, un peu sapé aussi le plaisir que j'avais par rapport à ce métier, parce que y avait un peu ce truc de ah oui, c'est aussi ça, illustrateur. C'est-à-dire que tu ne fais pas que de l'illustration et que finalement
illustrer, c'est 20% de ton temps, encore dans le meilleur des cas. Puis à côté, c'est tout ce qui est démarchage, c'est tout ce qui est relation client, c'est tout ce qui est devoir se battre pour être rémunéré concrètement de manière décente. Et pour être franc, tout ça, ça fait que c'était pas si fun comme première expérience. C'était une expérience super intéressante, ça m'a beaucoup appris. Et j'apprends encore maintenant en réévaluant et en poussant certains potards, en diminuant d'autres. Mais pour être franc, dans l'état où je suis actuellement de quête de sens, c'est vrai que c'était pas non plus super fun, quoi. Il y avait un peu un côté, je découvre la face cachée du métier. Et c'était pas simple, parce que aussi, tout bêtement, j'étais mal organisé, hein. C'est normal. Enfin, je faisais mes premières armes, je pouvais faire que des erreurs pour essayer de m'améliorer ensuite, quoi. Puis surtout qu'à côté de ça, les écoles ne nous apprennent pas à être des freelances. Enfin, si tu ne fais pas une pouponnière d'entreprise ou si tu ne demandes pas des cours en soum-soum à tes profs, ils vont pas t'apprendre en école sup à être indépendant. Parce que ils veulent te mettre, en tout cas dans l'école où j'étais, ils veulent te mettre dans une industrie et ils veulent que tu puisses, et puis que tu puisses être efficace dans une agence ou dans ce genre de choses, parce que c'est leurs objectifs. Après, si toi à côté tu veux être indépendant, c'est à toi de te démerder pour trouver les moyens de t'en sortir tout seul. Ce que je trouve un peu dommage. Je pense que même quand on se destine à être en agence, on va travailler en agence avec des freelances. Donc si tu sais comment ça se passe dans ce milieu-là, si on t'apprend des choses par rapport à ce métier-là, ça peut que être bénéfique, ça aussi. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des cours d'entrepreneuriat, de freelance et de vie de freelance à l'école. Voilà. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode, mais je pense que c'est un truc que j'aurais aimé apprendre et je pense que ça m'aurait vachement servi. Parce que du coup, j'étais mal organisé et les premiers contrats étaient forcément sous-payés. Et ça n'a pas aidé puisque ça m'a usé complètement à travailler pendant 6 mois sur des illustrations pour récupérer l'équivalent d'un SMIC au total, quoi. Ça t'aide pas à avoir le métier, sous son plus beau jour, en fait, surtout quand tu débutes. Mais c'est normal parce que c'est un tout, hein. C'est pas que le métier qui est fait comme ça. C'est aussi moi qui m'y suis mal pris parce que j'ai pas eu tous les codes et toutes les clés. En plus, à cette époque-là, j'étais tout seul, j'avais pas rejoint de communauté, donc ça aidait pas non plus, quoi. Donc je dis pas tout ça pour cracher sur la soupe ou pour cracher sur l'école ou sur quelqu'un ou sur mes premiers contrats. Non, non. C'est pour dire que c'est un peu un tout et c'est aussi ça qui a fait que le feu sacré s'est un peu perdu aussi. Parce que c'était des galères et c'est normal. Maintenant, il faut surmonter ces galères et il faut avancer. C'est aussi pour ça que j'en parle dans cet épisode, parce que je pense que ça fait partie aussi de cette quête de retrouver le plaisir et de renouer avec la créativité. C'est aussi d'avoir conscience de ces problèmes-là et de voir comment les surmonter pour réussir à avoir une vie professionnelle saine. Parce que quand on est illustrateur en 2024, c'est oui, dessiner, c'est un métier incroyable, mais c'est aussi faire sa com sur les réseaux sociaux, c'est se battre contre l'IA en montrant qu'on a une plus-value à apporter, c'est se battre pour avoir une rémunération qui soit à sa juste valeur. Parce que oui, quand on vous propose nos services à 300 € la journée, c'est pas du luxe en fait, c'est parce que derrière en lycée ça va être limite moitié moins parce qu'on va payer les charges, on va payer des abonnements, on va payer des cotisations. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui font que oui, effectivement, d'apparence ça peut paraître cher un illustrateur, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et que quand on vous propose 300 € la journée, si on fait ce genre de calcul, c'est pas parce qu'on va se mettre 300 € dans le portefeuille. Non, au contraire, c'est parce qu'on veut s'assurer de pouvoir payer nos cotises tout en payant nos factures et en pouvant manger. Donc voilà, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais c'est juste, je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça quand on est à un point comme moi, où on se demande pourquoi on fait ce métier. Alors qu'on l'aime, mais voilà, il faut avoir conscience aussi des trucs qui sont des cailloux dans la chaussure, quoi. Et tout ça aussi, ça fait que je suis du coup forcément plus sceptique, hein, vous le remarquez dans cet épisode. Je suis le premier à essayer de briser des idées reçues pour essayer de faire en sorte que les rêves se maintiennent. Mais il faut être aussi consciencieux faut avoir conscience qu'en ce moment, moi, c'est pas top et que j'ai régulièrement des crises de yo-yo émotionnelles par rapport au métier qui font que je suis vachement sceptique par rapport à ce métier. Donc c'est pas simple parce que les rêves ne sont pas revenus, en fait, tout bêtement.
les rêves du Mehdi 18 ans qui rêvait de faire son manga à succès, bah, ils sont plus là. La flamme, elle s'est pas rallumée. Et c'est pour ça que je suis en quête de sens en ce moment et que j'essaye de décortiquer avec vous tout ça. Parce que tout bêtement déjà, la flamme ne s'allume plus, mais c'est surtout aussi tout bêtement que je n'ai plus un copec. J'ai pas d'argent, je galère et je vivote avec les aides sociales. Et franchement, à 35 ans, continuer de vivre avec les aides sociales, j'en ai déjà parlé quand je faisais l'épisode où je vis de mon sac, donc vous inquiétez pas, ça va pas durer 1000 ans. Mais c'est pas simple, c'est pas facile de se dire putain, j'ai un métier que je sais faire et je dois me battre par Mons et Varvo pour réussir à le justifier d'avoir suffisamment d'argent pour survivre. C'est même pas vivre, pour survivre. Enfin bref, c'est pas facile. Et puis il y a aussi à côté de ça, du coup, beaucoup de questions sur ma légitimité. Que je suis encore bon à faire ce boulot-là, puisque tout le monde me dit que je suis doué, que je fais des bons trucs, que je travaille bien, etc. Mais le fait est que je n'en vis pas aujourd'hui. Je galère et je continue d'être au RSA. Donc si j'étais si bon que ça, bah, je devrais réussir à en vivre. Bah non, c'est pas aussi simple que ça, donc c'est plein de questions sur la légitimité, mais c'est aussi plein de questions sur comment je pratique mon métier, parce que je suis conscient que peut-être que je le pratique tout bêtement mal aussi, hein, parce que j'ai pas appris et que j'apprends au fur et à mesure, c'est pour ça que j'ai participé à des bootcamps comme la quête, c'est pour essayer d'apprendre des choses et pour essayer de m'améliorer en tant qu'entrepreneur aussi, parce que bah, un illustrateur indépendant maintenant c'est un entrepreneur aussi. Donc voilà, ça tourne en rond, et il y a plein de tentatives, il y a plein de trucs, et puis il y a pas mal de seum aussi, hein, faut se l'avouer. Je pense que quand on est dans ces moments-là, il y a aussi un peu un ras-le-bol général et un seum. Et je pense que c'est pas nécessairement mauvais de semer, parce que des fois c'est bien de cracher aussi ce qui va pas. C'est juste qu'il faut dépasser tout ça, faut pas rester dans son seum, parce que c'est pas constructif du tout. Faut essayer de faire comme je fais là, un épisode où je revide mon sac. Je vous jure, ça va pas durer 1000 ans. Et il faut se poser la question de pourquoi ça continue, pourquoi je continue à faire ce métier alors que je sais que c'est compliqué, qu'en ce moment j'ai un seum incroyable par rapport à ce boulot. Bah c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu quand j'étais gamin et l'énergie, essayer de retrouver cette énergie de pourquoi je crée, bah c'est parce que quand j'étais petit, putain ça me faisait kiffer. Donc faut retrouver le kiff. Il faut retrouver le kiff et pour retrouver le kiff, faut oser faire ce genre de bilan de fin de saison par exemple et d'essayer de creuser et de chercher le pourquoi. Et c'est pas simple, mais bon, on va y arriver et je pense que avec cette dernière étape, on va essayer de trouver le pourquoi. Du coup, aujourd'hui, pourquoi je continue ? Pourquoi je continue, c'est une vaste question. Je pense que c'est parce que tout bêtement, c'est mon seul moyen d'expression. Et que ça a une importance capitale pour moi d'avoir un moyen de m'exprimer parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné par les imaginaires. Et si on m'enlève ça, bah, je pense que je pourrais être c'est même pas dépression, bon, je pense que ce serait carrément plus. Donc ouais, je pense que c'est ça qui me fait voir le monde, c'est ça qui me fait tenir face au monde, et c'est ça qui me fait du bien aussi, c'est les imaginaires. Que ce soit ceux que je crée ou ceux que je prends dans ma grande gueule de créateur par le biais des jeux vidéo ou par des romans ou par les BD que je lis ou les gens que je rencontre, c'est ça, c'est le moyen de s'exprimer. Le moyen de s'exprimer. Aussi parce que bah, tout bêtement, la créativité, bah, c'est le seul métier que je sais faire. Alors il y en a plein d'autres que je pourrais faire, j'ai des compétences en montage, j'ai des compétences en graphisme, etc. Mais c'est le seul métier que je me vois faire toute ma vie. Et dans un pays où on voit que la retraite va de plus en plus mal et que s'il y a des risques que ça disparaisse, c'est un métier que je me vois faire jusqu'à la mort en fait, tout bêtement. Parce qu'un crayon, y a un crayon ou tout autre outil, il y a toujours moyen de trouver une créativité. Toujours un moyen de pouvoir trouver un moyen de tenir un crayon, même dans les pires cas. On a tous l'image de certains artistes qui, même handicapés au dernier degré, réussissaient à trouver un moyen de s'exprimer graphiquement. T'avais Matisse qui faisait du papier découpé, mais t'as d'autres personnes qui sont totalement paralysées, qui peignent avec leur bouche, en tenant le pinceau dans leur bouche. La créativité, il y a toujours moyen de l'exprimer, même si notre corps est une prison, il y a toujours moyen de l'exprimer. Donc je pense qu'il y a ça que je trouve super important.
parce que c'est le seul métier que je sais faire et à défaut de pour l'instant aimer le faire, bah c'est le seul métier que je sais faire et que je peux revendiquer mes skills et que je peux en être fier. Et puis aussi tout bêtement parce qu'à côté, pour faire d'autres métiers, je suis trop usé et endolori maintenant. Alors j'ai que 35 ans, il y a moyen de me remettre sur pied évidemment, mais je me vois pas à 35 ans me dire abandonner tout ça pour devenir caissier à Carrefour. Ça serait vraiment putain de triste. Et, et parce que j'ai pas envie de muser. J'ai pas envie de muser avec des métiers comme ça qui sont usants. J'ai moyen d'exprimer des choses par ma créativité. Bah, il faut juste que je retrouve le moyen, il faut que je retrouve le feu sacré, il faut que je réallume la flamme. Et voilà quoi. Puis je pense aussi, j'ai pas envie de décevoir. J'ai pas envie de décevoir les proches qui croient en moi parce que tous les jours, lors de mes crises de larmes, mes crises existentielles de créativité, j'ai toujours ma copine, mes meilleurs amis ou les gens de ma guilde, les basilisques, qui sont là pour me dire on croit en toi, on est là et on pense que tu mérites de réussir. Dernièrement, c'est Jérémy qui me disait ça, Jérémy Kleiss, il me disait putain mais mec, tu mérites de réussir en fait. Et il y a des gens qui croient en moi. Je pense que rien que pour ça, déjà je dois continuer de me battre. Puis aussi continuer de me battre pour le moi adolescent qui lui y croyait, dur comme fer, même s'il avait des concepts clichés, même si à l'époque il voulait dessiner les 12 signes du zodiaque avec un concept art de Final Fantasy. Bah, il avait cette envie de le faire, il avait ce truc où c'était inexplicable, on ne pouvait pas poser des mots dessus, mais il y avait une flamme intérieure de créativité, la flamme d'artiste qui était là et qui rayonnait en lui et qui le faisait tenir un crayon alors qu'il n'avait pas encore les compétences et le savoir-faire. Faut retrouver ça, et faut pas le laisser tomber. Parce que je pense que c'est le plus précieux des cadeaux que je puisse me faire. Donc voilà, pourquoi je continue, je pense que c'est les raisons principales, c'est parce que c'est le seul truc que je sais faire, c'est le truc qui me fait du bien et que je dois y croire. Donc oui, je vais faire que 200 écoutes par épisode, oui, je vais faire... Je vais devoir me sous-payer encore un petit peu, mais si je continue pas, bah ça va pas s'améliorer. Donc faut continuer. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de crises. Je vais faire quelques anecdotes sur ça, sur les crises existentielles que j'ai. En ce moment, par exemple, je me considère comme un dessinateur d'anniversaire. Pourquoi ? Bah parce que j'ai pas de boulot, mais j'ai du temps. J'ai pas de boulot et j'ai du temps. Et j'ai du temps et du talent. Et du coup, j'ai beaucoup d'amis qui me disent bah vas-y, tiens, ça c'est l'anniversaire d'un tel, machin et tout, est-ce que tu pourrais me faire un petit dessin ? Et je le fais avec plaisir parce que voilà, je peux le faire. Et c'est cool, c'est super sympa. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis par contre, je fais que des dessins d'anniversaire en fait. Et c'est un peu dommage. Est-ce que je vaux pas mieux que de faire des petites cartes d'anniversaire ? Puis après, en même temps, derrière, tu vois le regard des personnes qui reçoivent la carte, qui sont émerveillées, qui sont touchées. Et tu te dis, ah ouais, c'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour ça que je dessine, en fait. C'est pour ça que c'est que les gens, ils ont besoin de ressentir des émotions, ils ont besoin de ressentir des choses, et t'es capable de les transmettre. Alors tu es un parmi tant d'autres. T'es peut-être pas forcément le plus doué ou le plus entrepreneuriat de tous, mais quand tu le fais, tu réussis à le faire. Et ça, je pense que c'est à noter, et c'est un petit ragot de bois, un petit rondin de bois à mettre dans mon petit feu sacré et à entretenir. Une autre anecdote, c'est le podcast. Ouais, c'est le podcast. C'est un nouveau moyen de m'exprimer, ça fait maintenant 2 saisons, on est bientôt à la fin de la 2e saison, et ça fait 2 saisons où j'expérimente des choses. Évidemment, je suis pas le plus professionnel là-dessus, mais je m'améliore, je suis assez content quand même de ce que je fais. Pour être franc, par exemple, là, cet épisode-là, je savais pas quoi raconter. Et en fait, j'ai réussi à trouver un sujet. Parce que je veux absolument finir sur 20 épisodes de la saison 2. Parce que cet épisode, enfin, ce podcast, il me fait du bien. Je le tiens parce que ça fait du bien et ça a l'air de vous faire du bien de tous les retours que vous me faites. Et j'aime ça parce que c'est un moyen de m'aider et de vous aider. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'une phrase sur ces 36 minutes d'enregistrement qui vous apporte quelque chose, c'est déjà énorme et ça me fait énormément de bien. Et si c'est en plus parce que j'arrive à m'aider moi-même, c'est encore mieux quoi.
Moi, je vois ça comme un journal d'aventurier, en fait, un truc où je recueille un peu tout. Et mes expériences, mes ressentis, et puis bah, ça peut peut-être vous servir. Mais bon, on va quand même faire attention pour la saison 3, hein. On va essayer de la faire un peu moins décousue, parce que pour être franc, bon, comme je vous disais tout à l'heure, je fais que 200 ou 300, enfin 200 écoutes hein, en moyenne. Ce qui pour l'univers du podcast est vraiment très peu. Hein. Quand on a un but de faire une émission récurrente qui marque un peu les esprits, c'est vraiment peanuts. Et it's ok, hein. Faut commencer. Mais voilà, ça fait 2 saisons, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de pousser le podcast plus loin, et c'est une manière, en plus du dessin, de m'exprimer. Donc on va essayer de voir pour la saison 3 comment la pousser un peu plus. Et ça passe aussi par ce genre d'épisode, et ça passe aussi par ce genre de réflexion. Donc voilà, en ce moment j'y crois plus trop à la créativité, mais ça va revenir. Je pense que ça va revenir parce que de toute façon je le fais toujours. Je tiens toujours un crayon, j'écris forcément toujours quelque chose dans un carnet, je fais toujours ces épisodes de podcast, je fais toujours les couvertures du podcast, qui sont toutes individuelles et qui sont toutes uniques. Donc j'y reviens, j'ai fini toujours par y revenir à la créativité. C'est juste qu'en ce moment, oui, il y a un petit passage à vide. Ça fait plusieurs mois et je le partage avec vous, c'est peut-être un peu redondant, mais j'essaye d'en faire quelque chose de constructif qui puisse vous servir à vous aussi si vous passez par là. Et je pense que chercher les raisons les plus vieilles possibles, remonter dans le temps et creuser ces vieux souvenirs, ça peut aider à trouver la raison du pourquoi. Maintenant, il faut juste y croire et relancer la flamme. Faut pas attendre qu'elle se réactive toute seule parce que sinon elle se réactivera pas, ou alors elle se réactivera pas de la manière dont on attend en fait. Et on sera forcément peut-être un peu déçu. Donc voilà, moi je pense que maintenant il faut en tirer des conclusions. Pourquoi je fais tout ça? On a trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin de ça? Bah, je pense qu'il faut que je me nourrisse de plein de choses. Il faut que je rebouffe de la culture à ne plus savoir quoi en faire. Il faut que je continue à jouer aux jeux vidéo. Il faut que je découvre des jeux vidéo. Il faut que je regarde des films. Il faut que je vois des anciens comme des nouveaux films. Il faut que je les analyse, je les décortique, que j'échange avec les gens autour. Il faut que je relise, il faut que je me remette à la lecture, ça me manque. Et en même temps, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai du mal à me concentrer plus de 5 minutes sur de la lecture. Mais il faut que je m'y remette parce que je pense que ça va me nourrir, ça va me faire du bien, ça va me permettre de m'évader. Puis il faut que je m'autorise à expérimenter. Je poste pas du tout sur Instagram et je pense qu'il faut que je m'amuse en fait sur Instagram. Il faut que je poste des dessins, il faut que j'expérimente des trucs pour être vivant vis-à-vis de l'algorithme, mais même au-delà de ça, on s'en fout de tout ce qui est réseaux sociaux et fame. Donc, je pense que juste tout bêtement, pour me faire kiffer, et vous faire kiffer, il faut que je réexpérimente des choses, et que je poste des dessins, même si c'est des petits trucs. Il faut que je fasse plus de choses. Il faut que je continue de démarcher aussi. Là, cette année, depuis 2 mois, je pose mes petites graines. Je vais toquer aux portes par mail et je vais dire bonjour, je suis Mehdi Vernizio, illustrateur, et puis bah voilà mon petit portfolio. Si ça vous intéresse, hésitons pas, discutons, peut-être qu'une collaboration est possible. Et puis bah voilà, on va voir ce que ça donne en 2025. J'ai eu déjà quelques réponses, donc c'est plutôt positif. Alors rien d'officiel en mode on va collaborer, faire un de choses, mais déjà va avoir une réponse en mode putain, ton book il est vachement cool. Là pour l'instant on a booké vachement de choses, donc on sait pas si on peut t'aider, mais peut-être que plus tard on va pouvoir collaborer. Ça fait déjà super du bien de voir ça, donc je me dis que ça fait des petites pousses qui poussent justement et qui s'élèvent. Donc on va voir ce que ça va donner en 2025 parce que j'ai toujours le rêve d'illustrer un jeu de société pour pouvoir y jouer avec mes potes. Ça c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer et je pense que ça serait une bonne expérience pour savoir si je veux continuer là-dedans. Évidemment dessiner c'est bien mais il faut aussi un peu s'axer je pense. Et ça fait partie de la quête de sens aussi, c'est de savoir vers quoi j'aimerais illustrer. Et ça sera d'autres questionnements qui vont venir. Donc voilà, ça c'est un rêve que donc je fais mes petites graines. Je pose mes petites graines et puis bah on va voir, on verra ce que la récolte donnera en 2025. Inch'Allah, j'illustre un jeu de société. Et vous serez les premiers au courant, je pense. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je pense que faut que je fasse tout ça, parce que si je le fais pas pour moi aujourd'hui, il faut que je le fasse pour le mois de demain. Il sera bien content de savoir que j'ai fait tous ces efforts et que j'ai planté toutes ces petites graines pour relancer la flamme. Et je pense qu'il m'en remerciera. Donc voilà, je pense qu'il faut que je fasse tout ça. Allez, on va passer à la conclusion, hein. Donc voilà, conclusion de tout ça, les amis. J'ai ça depuis gamin. J'ai ça depuis l'enfance. J'ai toujours tenu un crayon, c'est juste que j'ai jamais arrêté.
Évidemment, je suis pas un de ces artistes qui dessinent tous les jours, sinon ils se sont crevés. Clairement, je préfère passer ma journée à jouer aux jeux vidéo et à consommer les arts, les univers graphiques. Mais je sais que je peux le faire, je sais que j'aime ça, et que c'est juste une passade, que ça va revenir, qu'il faut rien lâcher, que j'ai pas eu des expériences extraordinaires, c'est normal, et que c'est autant la faute de la société que autant la faute du métier que de ma propre faute. On va dire tort partagé de tous les côtés, et il faut juste aller de l'avant, se relever, se retrousser les manches, et accepter qu'il va y avoir des moments, certes, où ça va retomber, mais il va y avoir des moments aussi où ça va briller, et que ça se provoque. Donc ma flamme intérieure, elle est éteinte, c'est qu'une petite flamèche, mais si je lui donne des petits rondins de bois, petit à petit, par-ci par-là, que je tiens le coup, et que je crois en ceux qui croient en moi, je pense qu'il y a moyen de remonter la pente, et il y a moyen de réussir. Et de peut-être un jour réussir à être cet artiste interviewé pour la télé ou la radio et qui sera dans son jardin avec sa petite famille et qui aura son atelier. Et ça serait vraiment sympa, ça serait vraiment chouette. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas hésiter à peut-être, si vous êtes en période de doute comme moi, de creuser comme ça ce qui vous faisait kiffer quand vous étiez gamin, les premiers souvenirs illustratifs, les premiers souvenirs créatifs que vous avez eus et les premiers émerveillements que vous avez eus dans cet univers-là. Les noter peut-être, ou peut-être même en faire une série d'illustrations ou une bande dessinée pour montrer aux autres ce que vous avez ressenti à cette époque-là et ce qui vous a émerveillé. Ou alors à me le partager si vous voulez, hein. Vous pouvez, les commentaires et les DM sont ouverts. Hein. Moi, ça me ferait plaisir de lire un peu ce qui vous a fait kiffer et les premiers émerveillements graphiques que vous avez eus quand vous étiez gamin. Ça peut peut-être nous aider à nous relancer la flamme et nous dire « Ah ouais, mais c'est pour ça que je faisais ça ». Peut-être que là, par exemple, vous avez vu au début de l'épisode, je parlais beaucoup de jeux vidéo et du fait que j'illustrais les jeux vidéo que je jouais. Bah, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est ça l'idée. Peut-être que c'est dès que j'ai fini un jeu vidéo et qui m'a marqué, c'est d'en faire une petite illustration et de la poster sur Instagram et de juste l'envoyer dans le cosmos. Et peut-être que ça sera d'en parler un petit peu en session bonus dans une newsletter ou dans un épisode de podcast. Je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais peut-être que c'est une piste à creuser, peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que ça peut juste me faire kiffer et que ça soit déjà très bien. On va voir ce que ça fait. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre 2 minutes avec vous-même et de vous dire putain qu'est-ce qui me faisait kiffer quand j'étais gamin, alors que maintenant j'ai du mal à aimer mon métier. Et je pense que ça peut donner quelques briques de réponses qui peuvent vous aider. Donc voilà, ma quête continue. C'est l'avant-dernier épisode. C'était l'avant-dernier épisode. Le prochain épisode, il va être un peu spécial. Je vous en dis pas plus. Et puis, bah, il va finir cette saison 2 d'Âme d'artiste. Il sera juste avant Noël. Ça fait bizarre d'avoir tenu 2 saisons quand même. Je suis quand même vachement impressionné d'avoir tenu jusque-là, alors que j'ai eu beaucoup de yo-yo émotionnel vis-à-vis du métier, comme je vous disais. Mais je suis super content et j'espère que cette saison vous aura beaucoup apporté. J'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai expérimenté beaucoup de choses, ça n'a pas forcément été toujours au top. Mais il y a vraiment des épisodes dans lesquels j'ai été très fier de vous les proposer et de travailler dessus. Et je vais essayer de tout faire pour que la saison 3 soit vraiment quelque chose qui aille encore plus loin de tout ça. On va sortir un peu de l'expérimentation et on va essayer maintenant de professionnaliser un petit peu tout ça et de faire en sorte de devenir marquant et remarquable pour les gens. Et puis de toujours continuer à vous remercier du soutien indéfectible que vous me faites et d'emmener Âme d'artiste le plus loin possible. Donc voilà, c'était le 19e épisode. J'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a transporté, j'espère que voyager dans le temps aux sources de ma créativité vous aura apporté quelques pistes de réflexion à vous aussi. N'hésitez pas à les partager en commentaire ou en DM. Ça me ferait plaisir de vous lire encore une fois. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le noter 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça soutient et moi, ça me motive pour la suite. Et puis voilà, quoi dire de plus. Merci à vous de m'écouter, merci à vous de me suivre, merci à Laurent Bazar pour le générique de ce podcast qui est toujours aussi génial à écouter. Merci à mes proches de croire en moi. Merci aux moins de 15 ans d'avoir des projets fous et d'avoir toujours aimé le dessin. Et puis merci encore une fois à vous de me suivre, évidemment.
je me répète, mais c'est parce que on commence à être à la fin de cet épisode et que je ne sais plus quoi dire et que j'improvise beaucoup trop. Mais ça n'est pas grave, parce que je sais que ça vous fait du bien de m'entendre parler naturellement. Moi, tout ce qui me reste à dire, c'est à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 d'Âme d'artiste. Je vous souhaite de bonnes fêtes, si jamais vous écoutez ça pendant les fêtes de Noël. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte Ostinato, je rends le micro. Des bisous tout le monde.